Chers amis, bonjour. Disposant d'un temps compté, je voudrais en consacrer un élément de ce temps à une opération tout à fait sympathique de remerciement. Merci au CLR pour cette invitation qui confirme un compagnonnage intellectuel, car régulièrement, le CLR, comme on dit, monte au créneau, et j'utiliserai le mot créneau pour montrer en quoi il complète le donjon, qu'on appelle aussi tour d'ivoire. Les universitaires connaissent, mais il est bon que le donjon se souvienne du chemin de ronde et que ceux qui sont au créneau, sur le chemin de ronde, se souviennent qu'ils ont des lieux de réflexion à l'université, on appelle conservateurs. Non pas ce qui permet à un légume de durer longtemps, mais celui qui a le plus grand soin des livres. Donc merci pour cette initiative. Merci aussi, même s'il n'est pas là, à Patrick Kessel qui, dès 2015, en humaniste, laïque, infatigable, vigilant qu'il est, a tenu déjà à apporter sa pierre à l'édifice, car la crise de l'université était déjà patente. Elle devient extrêmement inquiétante. C'est là où, dans les discours convenus, on dit « mais du péril surgit ce qui suit, ce qui sauve ». Bon, je ne le fais pas, mais je le pense. Car déjà, en 2015, ce qu'ils appellent l'espace universitaire européen était contaminé par une idéologie néolibérale, managériale, qui, à travers le processus de Bologne, dont on ne donnera jamais assez connaissance, que l'on n'étudiera jamais assez de près, qui donne le là. Le problème politique, c'est que les tenants technocratiques du processus de Bologne ont trouvé des idiots utiles en la personne, signalée par Jean-Pierre, d'un certain nombre d'officines plus ou moins financées par un certain nombre de puissances. Mais attention, la paranoïa n'est plus ce qu'elle était. Je crois qu'il y a un véritable danger dans la collusion entre les technocrates européistes du processus de Bologne et les idiots utiles. Les gros bataillons, ce sont les légions technocratiques, mais on peut recevoir de mauvais coups des frondeurs baléares. Cette idéologie managériale a depuis trouvé, donc je l'ai dit, ces idiots utiles, mais cessons d'être les intelligents inutiles. Soyons les intelligents utiles. Il a été fait mention de Gramsci, je crois que c'est très important, cette référence. Leur but, à tous ces idiots utiles, à tous ces groupes activistes, c'est d'être inspirés par une idéologie racialiste, on l'a dit, communautariste, antisémite. Comme on dit, tout cela va toujours dans le même sens. Il s'agit de faire en sorte que l'université ne soit pas universitaire. Voilà. Les finalités initiales sont oubliées au profit d'un certain nombre de démarches qui visent à plaquer une logique capitalistique d'accumulation et d'adaptation, là où la tradition humaniste héritée du Moyen-Âge, malheureusement les hommes de la Révolution n'ont pas toujours compris cela, mais en tout cas la Troisième République avec Louis Liard l'a très bien compris, l'université est un peu moins provisoirement un lieu d'émancipation et non pas d'adaptation. Voilà, s'il fallait résumer. Guillaume Lecointre, en 2018, a cette formule imparable. C'est sur un déficit éducatif général, dit-il, que les initiatives politiques théocratiques prospèrent. Voilà. Si vous voulez un bandeau, un slogan, c'est celui-là. Sauf que, bien sûr, en ce qui concerne notre colloque d'aujourd'hui, éducatif pourrait être remplacé par universitaire, scolaire, mais attention, universitaire, scolaire, dans la vulgate signalée par Jean-Pierre, deviennent presque des insultes. Abusant des libertés d'expression et de débat, caractérisant
l'institution universitaire bien comprise. Les ennemis de la raison et de la liberté multiplient les provocations, nous tapent sur les nerfs, quoi, en cherchant à nous imposer une vision obscurantiste, anti-universaliste, anti-humaniste, en fait, des choses. Ils deviennent en quelque sorte les alliés objectifs de ceux qui veulent faire régresser l'universel vers le mondial. Pour moi, le mondial, c'est l'universel sans l'humain. Cela va toujours dans le même sens. Les frondeurs baléares et les légions, vous voyez, ils attaquent, s'en prendre ouvertement au fonctionnement scientifique, collégial, académique de l'enseignement universitaire. Ils surfent sur un anti-intellectualisme d'État décidé dans les années 70, je ne peux pas vous donner l'année, décidé par le giscardisme. J'ai appelé cela, faute de mieux, le piège giscardien, qui consiste, pour ne pas avoir à resubir, si je puis dire, un nouveau mai 68, à refuser d'instruire les Français, les petits Français. Ça s'appelle la réforme Abi. Déjà, on parlait d'humanité moderne. Quand vous avez un adjectif, c'est comme la laïcité, c'est pour fragiliser le concept, l'idée. Eh bien, ce piège giscardien s'est refermé sur l'université, passant une alliance tactique stratégique avec une vision capitalistique managériale du savoir. Or, pour nous, au CLR, le savoir n'est pas une marchandise. Voilà. On ne peut pas débiter un enseignement en volume horaire. Désormais, chez les gens qui sont dans le système, on ne dit pas « j'ai suivi un enseignement sur le contrat social de Rousseau », on dit « j'ai fait 20 heures de philosophie politique », ce qui permet d'occulter la non-qualification des enseignants qui assurent ces volumes horaires. C'est dans le même mouvement qu'on calcule, qu'on compte, qu'on comptabilise les horaires et qu'on déqualifie ceux qui sont chargés de débiter le volume horaire. La semestrialisation, mes amis, n'a rien aidé à l'affaire. Il s'agit toujours de s'en prendre, en restreignant les heures, il s'agit toujours de s'en prendre au fonctionnement autocritique de la raison, s'en prenant par là même aux lumières. Les lumières, ce sont les connaissances mises au service de tous et de l'universel. C'est parce qu'ils sont soucieux de l'universel et de la raison que les Juifs sont attaqués dès que le fascisme, dès que le nazisme arrive au pouvoir. Voyez le texte de 1935 de Husserl sur la crise européenne. S'en prendre aux enseignants juifs dans une université, fût-elle française, fût-elle républicaine, c'est s'en prendre à l'universel. Mais devant cette situation qui se dégrade, des voix s'élèvent, des lanceurs d'alerte se mobilisent, des échanges, des rencontres se nouent. C'est le cas du CLR aujourd'hui, c'est le cas du réseau Vigilance Université, dont j'en suis sûr, les animateurs, certains animateurs sont présents. Je les salue fraternellement. Leur combat est le nôtre et le mien en tout cas. Et nous savourerons notre victoire commune sous peu. Mais tous ces processus d'alliance si bénéfiques ne sauraient nous dispenser d'un travail préalable de clarification et de discernement conceptuel et politique. Car on peut provisoirement diverger sur la meilleure stratégie à adopter pour réinstituer l'école de la République et l'université de la République. Je reviendrai, si vous le voulez bien, si j'en ai encore un petit peu le temps, sur ce mot réinstituer. Soyons plus précis. Dans notre combat, faut-il privilégier une attitude que j'appellerais un peu éternitaire, valorisant, c'est le donjon, sinon tour d'ivoire, une essence transhistorique de l'université, en attendant que nos ennemis se lassent? C'est dangereux. Cet attentisme est dangereux. Car les horloges, pour l'instant, ne tournent pas en notre faveur.
car les tenants du processus de Bologne ont trouvé dans nos agités racialistes, communautaristes, antisémites, non seulement leurs idiots utiles, mais leurs bras, quoi. Car si telle ou telle pièce de théâtre antique a été empêchée, c'est par la force. Faut-il aussi, en revanche, nous transformer en purs lanceurs d'alerte, au point de casser le fil de la sonnette, quoi, à force de tirer le signal d'alarme? Trop souvent, les lanceurs d'alerte oscillent entre un enthousiasme roboratif et un découragement prédépressif, car on se sent incompris. Saluons cette vaillance de tous ces lanceurs d'alerte. J'en suis, et je sais que le combat sera rude. Eh bien, je crois qu'il faut être des deux logiques. Il faut absolument tenir les deux bouts. Kant, Fichte, Humboldt, théoriciens de l'idée d'université, vous pouvez ajouter Jaspers, mais sans oublier Gramsci, la mise en œuvre, l'implantation, la mise en place de réseaux. Et je le dis en tant qu'ancien doyen d'une fac de droit et d'ancien vice-président, prendre les places, se faire élire, défendre des programmes, non pas râler sur le bord du chemin, mais prendre le train. Et si on peut, être dans la locomotive. Parce que quand l'université républicaine est défendue par des républicains, quand ces républicains ont en tête les missions, les finalités dont elle est porteuse, elle renoue avec l'esprit de grandeur et l'esprit républicain qui, au moins pendant la Troisième République, a su l'inspirer. L'université est grande et elle est respectée quand elle renoue avec l'affirmation centrale qu'il est émancipateur pour toute l'humanité que la transmission des savoirs soit au plus proche de la conception même des savoirs. Ce que voulait dire enseignant-chercheur. Mais à condition que l'enseignant cherche et que le chercheur enseigne. Ce qui peut souvent faire problème. Bachelard nous en donne la raison. Ce que je viens de trouver n'est clair à mes propres yeux que si je fais l'effort de l'enseigner. Conséquence évidente, ce que j'enseigne, les questions que des étudiants attentifs fermant leur portable pendant les cours, si possible en se dégageant de toute manifestation prosélyte dans le comportement, sinon dans le vêtement. Eh bien, lorsque ces étudiants me font prendre conscience de ce qui me reste à chercher, donc de ce qui va enrichir mon enseignement futur. Si vous voulez qu'on fasse le malin, cela s'appelle chez Bachelard le cogito d'obligation mutuelle. Je peux détailler, mais cela est inutile ici. Quel spécialiste de Rousseau dira qu'il en a fini avec la distinction entre la volonté de tous et la volonté générale, même après 30 ans de carrière? Qui dira en astrophysique qu'il a fait le tour de la théorie du Big Bang? Tous les matins, lorsque j'ai une petite crise de fatigue, je me souviens du conseil que me donnait François Dagonier, mon maître, qui dit « Charles, ne perds pas ton temps dans les réseaux en tout genre, où on communique sans transmettre, lis un livre par jour. » Un livre par jour. Je connaissais un professeur de littérature qui avait lu 30 fois La Chartreuse de Parme. Cet idéal émancipateur peut être oublié, caricaturé, comme le beau visage de cette statue antique, la référence est classique, qui, peu à peu, au fond de l'océan de notre indifférence, se couvre de corail, d'algues, de coquillages. On comprendra que dans cette perspective, l'université soit méconnaissable, mais il n'est que de la tirer de là où elle est. On appelle cela tirer, essayer de sortir de l'eau, quoi. Pour cela, osons un acte politique, philosophique, gramscien si l'on veut, républicain, cela me va, l'acte de réinstituer l'école, donc l'université de la République. Réinstituer, c'est tout faire pour retrouver la finalité initiale de cette institution en la rétablissant dans la durée, et surtout en ne se décourageant pas au premier obstacle. Mieux,
C'est en renforçant notre connaissance de nos ennemis que nous serons plus forts. Ainsi, les esprits éternitaires s'engageront sur le chemin de ronde et les lanceurs d'alerte se souviendront qu'il y a un donjon en forme de bibliothèque, comme dans Le Nom de la rose, mais surtout en laissant les allumettes de côté. Réinstituer implique une mobilisation instruite, permanente, une attention aux détails des situations historiques et des provocations. C'est tout l'honneur du combat laïque et médiateur du CLR qui fédère les colères pour les transformer en débats, permettant de renouer avec nos idéaux émancipateurs, qui, dans l'université, donne la possibilité au savoir de se mettre au service des Lumières. Vous avez des savoirs qui ne sont pas des Lumières. Dans ce cas-là, vous êtes érudits. Vous pouvez avoir des gens amoureux de la lumière, mais sans savoir. Ils sont allumés, mais ils ne sont plus ou pas éclairés. Mais pour cela, il faut qu'au sein des universités, on dialogue, que les dialogues entre les disciplines se fassent. Jean-Pierre en a parlé. Dans une université, par définition, multidisciplinaire, le sociologue va se débarrasser de son sociologisme, le psychologue de son psychologisme, le philosophe de son verbalisme, l'économiste de son économisme. Actuellement, pour des raisons très bien analysées par un certain nombre de spécialistes, j'ai en tête tous ceux qui, dans la sociologie, développent ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, montrent très bien comment, à un moment donné, tiens, à 2-3 ans près, c'est la constitution du piège giscardien, on a demandé aux sociologues, mais je n'ai pas dit à la sociologie, à cette phase historique de la sociologie, de se mettre au service des décisions budgétaires des ministres. Alors, surgit un étrange personnage qui s'appelle l'élève en difficulté, par exemple, qui est de tout temps élève en difficulté, comme si le lendemain, grâce à un maître, il pouvait ne être moins en difficulté, ou plus du tout en difficulté. L'essentialisme de nos ennemis s'appuie sur la régression sociale, ou plutôt sociologiste, de la sociologie, avec cette invention improbable qu'on appelle le fait social, qui a depuis fait un petit qui s'appelle le fait religieux. Eh bien, ce travail critique des disciplines sur elles-mêmes, c'est justement ce qui est insupportable pour nos ennemis, qui veulent essentialiser, étiqueter, clouer les individus à une appartenance, et même à plusieurs appartenances, la fameuse intersectionnalité. Nos ennemis ne veulent pas faire de leurs propres convictions des thèses à leurs propres yeux. Or, c'est l'honneur de l'université républicaine d'aider chacun à faire de ses convictions des thèses à mes propres yeux. D'ailleurs, pour réaffirmer ses convictions, ou bien pour en changer. Louis Liard dit la même chose en ce qui concerne notre rapport à la professionnalisation. L'université n'est pas là pour nous donner une profession, mais elle est là pour nous donner la possibilité d'en changer. Or, aujourd'hui, le Code de l'éducation, dans ses articles 1 à 9, intertitre 123, ne fait que juxtaposer 7 missions. Les universités, n'ayant pas toujours les moyens de fonctionner, vont prendre dans ces finalités celles qui les arrangent, en fonction du milieu, en fonction des demandes des élus locaux. C'est le mauvais côté de ce qu'on appelle le projet Université 3000. Il fallait que chaque canton ait son université. On ne peut pas être contre. Un républicain ne peut que souhaiter le développement des connaissances dans tous les territoires de la nation. Eh bien, ces 7 missions, que je ne fais que rappeler pour conclure, sont bafouées, sont manipulées. Formation initiale et continue, recherche scientifique, diffusion et valorisation de ses résultats, orientation, insertion professionnelle, diffusion de l'information scientifique, participation à l'espace européen. Tiens, le voilà. Il me semble que notre ennemi principal, à travers le processus de Bologne, c'est de nous imposer, en lieu et place d'une Europe éclairée, d'une Europe des Lumières, une Europe managériale,
qui vise à quantifier les connaissances et à les objectiver au lieu de les faire circuler. On ajoute bien sûr la formation des formateurs. Je pense qu'il faut faire crédit au ministre Blanquer, avec ses instituts nationaux, qu'il confie à la communauté universitaire pour redresser les choses et aider la formation des maîtres à sortir du pédagogisme. Le pédagogisme avec le sociologisme sont les deux grandes matrices, je ne dis pas Mamelle, sont les deux grandes matrices du piège giscardien. Cela consiste à faire régresser la République humaniste vers une République gestionnaire. Il faut gérer, mais le comment ne nous dispensera jamais du pourquoi. Or, la grande leçon humaniste de l'université, c'est de dire qu'un enfant, puis un collégien, lycéen, étudiant, il appartient d'abord à l'humanité et pas d'abord à la société. Ce message subversif a été oublié. La statue au fond de l'océan, vous vous souvenez? Cependant, 3 obstacles, je conclus là-dessus, se dressent devant nous et il s'agit de les repérer. Ces processus d'occultation ont produit à chaque fois un style de discours, des postures, organisent ce que j'appellerais l'institution de la lèche lors des recrutements, lors des évaluations, marginalisant, comme tel ou tel auteur dans le fameux roman de Balzac, vous savez, Les Illusions perdues, le pur, celui qui continue à jouer le jeu et qui se fait avoir. Eh bien, soyons de plus en plus nombreux à dire que ceux qui jouent le jeu ne vont plus perdre. Nous n'avons pas besoin de courtisans, nous avons besoin de citoyens éclairés, au sens où je l'ai précisé. Alors, 3 obstacles se dressent devant nous. Ils seront sans doute repérés le long de nos travaux, premièrement, et il va falloir s'y atteler. Que faire du réseau très, très dense des grandes écoles qui, telle l'école normale supérieure, était destinée à préparer les meilleurs des professeurs et maintenant transforme les normaliens en stagiaires dans les couloirs improbables des ambassades en tant que futurs attachés culturels. Croisons les doigts pour que la fin de l'ENA soit enfin actée. Deuxième obstacle, on peut rêver, pour renforcer et réinstituer l'université républicaine, d'une recherche telle que le manifeste et la développe le CNRS, soit en même temps agrafée à des obligations d'enseignement. J'ai demandé un jour à Payan d'obliger chaque inspecteur à avoir 2 heures d'enseignement dans sa semaine. L'agenda est trop pris, que sais-je. Le deuxième obstacle, le troisième, pardon, j'ai un chat intersectionnaliste dans la gorge. Le troisième obstacle, il est dans l'inculture incroyable des personnels politiques en face de la question de l'université. Il faut qu'on éclaire les cabinets ministériels, les décideurs, les élus, sur cette crise, sur cet entrisme, par exemple, salafiste à l'île 3. Eh bien, je crois qu'on peut le faire. Nous sommes suffisamment forts. Alors, comme je pense que je vais m'étouffer, je vais demander à Jean-Pierre, pendant que je bois, de lire la phrase sur laquelle je voulais, mais je ne peux plus, conclure. Bien, écoutez, pour soutenir notre ami Charles, je vais donc lire cette phrase en essayant aussi de déchiffrer l'écriture manuscrite. Ah non, c'est celle-ci. Aucun pouvoir ne doit avoir l'autorité, ni même le crédit, d'empêcher le développement des vérités nouvelles, l'enseignement contraire à sa politique particulière ou à ses intérêts momentanés. Rapport sur l'instruction publique, Condorcet, et je vais lui laisser les 3 derniers mots. Je vous remercie. Ça, je peux le dire. Il a bien lu, hein. Il a bien lu Gramsci et Condorcet, même combat.
Et Charles, Merci. je te remercie. Je vais te demander de Tout ce que quitter tu veux. cette petite tribune pour qu'ils montent les 3 prochains orateurs, qui sont Laurent Bouvet, Isabelle Barbéris et Stéphane Dorin. Voilà.